Imaginons un instant la scène. Nous sommes dans les années 30, à Paris. Un jeune homme est réveillé en pleine nuit, les yeux bandés. Ambiance très rassurante d'emblée, ouais. Ah bah, totalement. On lui place la lame froide d'un poignard sur la poitrine. Et là, dans l'obscurité totale, on lui tend un morceau de papier recouvert d'une espèce de substance à l'odeur rance. Burke. Et on lui annonce très calmement que ce document contient les secrets absolus de son ordre. Mais, parce qu'il y a un mais, on lui dit que ce papier est enduit d'un acide mortel. Ah oui, quand même. Et son ordre est simple. Il doit mâcher et avaler ce poison pour prouver que le secret mourra avec lui, plutôt que de tomber entre les mains de profanes. J'imagine la panique du gars. C'est clair. Il a des hauts le cœur, il panique complètement, mais en fait, il s'exécute. Et ce rituel, qui est vraiment digne d'une secte obscure, il ne servait pas du tout à initier un mage noir ou un politicien de l'ombre. C'était le test imposé à un simple charpentier, juste pour avoir le droit d'exercer son métier. C'est fou. Et c'est exactement pour ça qu'on fait cette plongée aujourd'hui. On va décortiquer une enquête de terrain de 1938 qui s'appelle « Les sociétés secrètes de Paris ». Un livre écrit par Pierre Guéraud, ouais. C'est une source vraiment précieuse parce que l'auteur est un enquêteur objectif. Il fait pas du tout l'apologie de ces groupes et il fait pas non plus leur procès. Ouais, sa mission est presque chirurgicale. Il infiltre, il observe et il essaie de comprendre la mécanique de ces organisations de l'ombre. Parce qu'il faut se rappeler que derrière l'image classique du Paris des terrasses et des intellectuels qui débattent au soleil, il y avait cette infrastructure cachée d'une complexité incroyable. Et notre but dans cette exploration, c'est de comprendre pourquoi on ressent ce besoin viscéral de se regrouper dans le secret. Comment une société clandestine peut structurer toute la vie d'un individu. Et c'est pour ça qu'on commence par ces fameux artisans en bleu de travail. Les compagnons, ça casse vraiment le cliché des occultistes en cap. Complètement. Le compagnonnage, c'est l'une des strates les plus impénétrables du secret en France. Le livre mentionne l'exposition internationale de 1937, d'ailleurs. Oui, Géraud, j'y décrit les chefs-d'œuvre des compagnons passants charpentiers du devoir. C'était des structures en bois miniature d'une complexité géométrique hallucinante. Le genre de truc qui défie les lois de la physique, en fait. Exactement, des raccordements impossibles. Ça devait prouver la supériorité absolue de leur apprentissage technique. Sauf que la technique pure, c'est que la face visible de l'iceberg. L'enquête montre que leur mythologie fondatrice est une violence inouïe. Ah oui, on remonte carrément à la construction du temple de Salomon à Jérusalem pour comprendre leur état d'esprit. C'est ça. La légende dit qu'une fois le temple achevé, deux figures fondatrices, Maître Jacques et le père Soubise, partent pour la France. Et c'est là que ça part en vendetta sanglante. Ouais, parce que ce récit, il structure littéralement leur réalité. Soubise part vers Bordeaux, Maître Jacques vers la Provence. Une rivalité éclate. Et ça culmine avec l'assassinat de Maître Jacques. C'est bien ça, hein? Tout à fait, par les partisans du père Soubise. Et le détail marquant, c'est juste avant de mourir, Maître Jacques transmet à ses disciples un baiser de paix. Mais qui est en fait le symbole de la trahison qu'il vient de subir. Voilà. Et il exige que ce geste soit transmis de génération en génération. C'est pas juste une jolie métaphore, hein. Ça a créé une vraie ségrégation et une haine tenace entre ouvriers pendant des siècles. Géraud est très clair là-dessus. Si des confréries rivales, genre les enfants de Salomon et les enfants de Maître Jacques, se croisaient par hasard sur les routes du Tour de France, Ça finissait en bain de sang. c'est ça, des affrontements ultra violents avec des blessés graves, voire des morts. Mais du coup, pourquoi coder à ce point le moindre déplacement d'un travailleur sûr? À quoi ça servait concrètement? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. T'as pas de téléphone, pas de registre centralisé, pas de carte d'identité infalsifiable. Ouais, c'est vrai. Donc les mots de passe et les rites d'initiation, c'était une certification professionnelle inviolable, un vrai CV vivant et crypté en fait. Et c'est ce qu'ils appellent l'entrée en chambre. Ce rituel décrit dans le livre est vraiment saisissant. Ah, raconte, c'est fascinant cette partie. L'ouvrier arrive dans un bistrot parisien spécifique. Il dit pas un seul mot sur pourquoi il est là, il doit juste croiser le regard de la tenancière d'une façon très précise. Et ensuite faire sa marche, c'est ça? Ouais, il mime d'essuyer des larmes imaginaires pour pleurer la mort de l'architecte du temple de Salomon. Et c'est seulement avec cette chorégraphie que le contact est établi. C'est dingue. Et la tenancière, il l'appelle la mère d'ailleurs. Son rôle est hyper important. Elle humanise un peu ce système très martial, non? Complètement. L'auberge, qu'ils appellent la Cayenne, c'est le centre névralgique de la confrérie. La mère gère les repas, les lits, elle ravaude même leurs vêtements usés par les voyages.
Ça crée une vraie cellule familiale de substitution pour ces jeunes déracinés. Un filet de sécurité sociale total, ouais. Mais attention, c'est conditionné à une obéissance absolue aux règles. Ce qui nous ramène direct à notre histoire de poison du début. Quand l'apprenti avale l'acide, enfin le faux acide, le supérieur finit par crier Arrête, on ne veut pas t'empoisonner. « Voilà ». Et il révèle que c'est juste de la graisse dégueulasse. C'est une manipulation psychologique de malade quand on y pense. Pourquoi imposer un tel traumatisme? Juste pour la peur? La peur, c'est juste le levier. Le vrai but, c'est une transformation identitaire. Pour les compagnons, façonner la pierre ou le bois, c'est sacré. C'est imiter le grand architecte de l'univers. Ah, donc un humain normal, avec ses défauts, n'a pas le droit d'y toucher. Exactement. Les presses simulent une mort psychologique. En acceptant de mourir pour le secret, le gars tue le profane peureux qu'il était. Il renaît purifié. D'où le mot devoir. La technique manuelle ne vaut rien sans la rectitude morale. C'est tout à fait ça. La morale avant l'outil. Mais alors, si les compagnons cherchaient la perfection à travers la matière, l'enquête de Géraud nous montre qu'à Paris, d'autres groupes pensaient que la matière elle-même était le problème. Oui, on bascule complètement dans l'alchimie spirituelle là. On entre dans le mystère de la véritable fraternité Rose-Croix. Et Géraud fait tout de suite la distinction entre les ordres qu'on voit, avec des locaux et des cotisations, et la véritable Rose-Croix. Parce que la vraie, selon les textes, elle n'a aucune existence matérielle. C'est juste des adeptes purs, dispersés, sans hiérarchie visible. Le mythe fondateur repose sur Christian Rosenkreuz, qui serait né en 1378. Il voyage en Orient, ramène des savoirs de Damas et d'Égypte. Et le déclencheur de tout ce mythe, c'est la redécouverte de son tombeau, exactement 120 ans après sa mort. La fameuse cellule secrète a 7 faces, éclairée par une lumière perpétuelle, et son corps miraculeusement intact, qui tient un grimoire de sagesse universelle. Quand ces récits sont publiés au XVIIe siècle, ça crée un choc en Europe. Et pas juste pour la magie, c'est l'éthique de cette fraternité qui fascine. Oui, le livre insiste là-dessus. C'est un altruisme radical. La règle d'or, c'est de guérir les malades et de le faire gratuitement. Et la deuxième règle, c'est la clandestinité absolue. Ils doivent s'habiller comme tout le monde, avoir un métier normal et ne jamais dire qu'ils sont Rose-Croix. Géraud parle même d'affiches posées dans Paris, disant que les frères étaient là, visiblement et invisiblement. Des génies comme Descartes ont essayé de les trouver sans succès. Forcément, puisqu'ils sont censés n'avoir aucun registre et interdiction de se révéler. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que c'est pas juste la couverture parfaite pour mythe intellectuel? T'as aucune preuve à fournir puisque la règle c'est de ne laisser aucune trace. Psychologiquement, c'est brillant. Au XVIIe siècle, les institutions religieuses et politiques sont corrompues, il y a la peste, la guerre, les gens désespèrent. Donc, croire en cette élite invisible, c'est se rassurer. C'est ça. S'ils étaient visibles, ils seraient corruptibles. Leur invisibilité, c'est la garantie de leur perfection. C'est un archétype idéal inattaquable. Sauf que cet idéal parfait de sagesse invisible, il va complètement se fracasser contre l'ego des Parisiens du XIXe siècle. Ah oui, là on change totalement d'ambiance. Fini l'humilité. En lisant Giraud, on passe direct aux guerres de salon, on voit émerger l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, le secret s'efface au profit d'un spectacle occulte dingue. Orchestré par Stanislas de Guatta, un personnage fascinant. Complètement. Le gars est le cliché du romantisme noir. Jeune poète, morphomaniaque, il se balade dans son appartement parisien en cimard rouge vif. Avec les grimoires, les tentures épaisses, les cornues d'alchimie, on est loin du sage discret. Et ce Gaïta, il va déclarer une guerre ouverte, une guerre magique, à un ecclésiastique de Lyon, l'abbé Boulan, qui avait des pratiques sectaires un peu glauques. Ça devient l'hystérie totale dans les cercles intellectuels de la Belle Époque. Gaëta et ses potes décident littéralement de condamner Boulan à mort. Par magie. Avec ce qu'ils appellent des attaques fluidiques. Le livre raconte ça très sérieusement, c'est fou. Ouais, des attaques à distance. On parle de points invisibles qui laissaient de vraies ecchymoses. Joris Karl Huysmans, le célèbre romancier, soutenait Boulan et il racontait se faire frapper au crâne par des forces invisibles pendant que son chat hurlait de terreur. Ambiance film d'horreur. Mais comment ces gens éduqués rationalisaient ça? Comment une pensée d'un salon parisien pouvait tabasser un mec à Lyon? Ils utilisaient les découvertes scientifiques de l'époque, comme l'électricité et le magnétisme, pour justifier la magie. Ils croyaient en un fluide astral, un réseau invisible qui relie tout l'univers. Donc, avec assez de volonté, tu pouvais canaliser ton énergie et la tirer comme une balle de flingue à travers ce réseau. Exactement.
Et le pire, c'est que quand l'abbé Boulan meurt vraiment d'une crise cardiaque en 1893, tout le monde crie à l'assassinat magique. La psychosomatique à tête pure. La terreur de ces mecs crée de vrais problèmes cardiaques. Et le drame ne s'arrête pas là. On a un schisme encore plus théâtral juste après, avec Joséphin Péladin. Ah, Péladan. En lisant ça, j'avais l'impression de voir une série Gossip Girl croisée avec du mysticisme. C'est exactement ça, une guerre d'ego mondaine. Il fonde l'ordre de la Rose-Croix catholique, du Temple et du Graal. Et le mec ne se refuse rien. Il s'autoproclame Tsar, comme les rois babyloniens. Il se promène dans Paris en culotte de velours, tunique à dentelle, avec une barbe talée en pointe. Il transforme l'ésotérisme en événement mondain. Ses salons mélangeaient peinture symboliste et concerts de Wagner. Mais le summum, c'est quand même son mépris pour le pape. Ah oui, l'excommunication. Géraud cite les documents où Péladan rédige une excommunication formelle contre le pape Abou. Il le traite de personnage attardé, incapable de comprendre la magie divine. On est à 1000 lieues de fondateurs qui soignaient les pauvres en silence. Mais pourquoi ce besoin de faire autant de bruit? De transformer la quête spirituelle en rébellion hyper tapegeuse? C'est la crise de la fin du 19e siècle. La révolution industrielle, le positivisme. Pour ces artistes, le monde moderne, géré par l'argent et les machines, est d'une laideur atroce. Donc c'est une rébellion contre le capitalisme industriel, en gros. Ouais, mettre une cape assyrienne et faire de la magie, c'est hurler qu'on refuse d'être un simple rouage de l'usine. C'est une façon de réenchanter le monde de force. Mais bon, ce chaos de vanité finit par s'essouffler. Guérold montre qu'au début du XXe siècle, il y a un retour brutal au silence et aux soins. Heureusement. Et ça passe notamment par Max Heidel et son association Rosicrucienne. Là, on évacue les malédictions. Heidel fonde un centre en Californie, Mount Ecclesia, qui a des branches à Paris. L'objectif, c'est la guérison à distance. Et l'enquêteur décrit leur rituel très précis. Chaque jour, à 18h30, tous les membres s'arrêtent pour méditer et concentrer leurs pensées. Pour aider ce qu'ils appellent les aides invisibles. Ces entités, ou ces membres qui agissent pendant leur sommeil hors de leur corps corporel, voyageraient la nuit pour opérer les malades. Mais pas le corps physique directement, hein? Non, c'est là que c'est complexe. Giraud explique qu'ils agissent sur le corps éthérique. C'est leur postulat de base. On a une matrice d'énergie vitale en plus de la chair. La maladie viendrait de poisons énergétiques créés par des pensées négatives ou des blocages spirituels. Donc le travail nocturne, c'est de purger ce réseau éthérique de ces toxines pour que le corps physique guérisse tout seul. C'est une vision hyper holistique. Totalement. La pensée a un vrai pouvoir matériel sur la santé dans leur vision. Et ça marque un vrai retour aux sources. Mais l'enquête dévoile une dernière strate, encore plus discrète. Le groupe FTL. Ah oui, ils font des percélires. Là, on touche au secret absolu. Géraud, qui est tout le temps hyper doué pour infiltrer les sectes, se heurte à un mur de silence. Il trouve un seul membre, vivant à Paris. Un gars qui bosse dans le cinéma. Et le gars refuse de parler, c'est ça, hein? Il ne peut même pas expliquer le but de son ordre. Le silence est devenu la raison d'être de l'organisation. C'est une réaction logique aux abus des Parisiens du siècle précédent. La visibilité a amené l'ego et la corruption de leur idéal. Donc ils reviennent à la règle de 1614, être dans la foule sans aucune distinction visible. L'élévation spirituelle n'a plus besoin de costume ou de mots. C'est fou de voir cette évolution. Quand on rassemble toutes les pièces du puzzle de cette enquête, on voit bien comment le rapport au secret a changé. On commence avec des charpentiers traumatisés par des faux poisons. Ensuite, les mythes parfaits de la Renaissance pour fuir la corruption. Puis les batailles d'ego télépathiques des poètes en cape de velours. Et enfin, le silence absolu de ceux qui veulent juste soigner le monde en cachette. Mais tout ça converge vers un même besoin psychologique fondamental, non? Ouais, la quête de contrôle. Le monde est chaotique, bruyant, injuste. Créer une société secrète, avec des règles et des rituels, c'est se forger une armure. Avoir le privilège de comprendre un plan caché de l'univers que les autres ignorent. C'est hyper rassurant psychologiquement. Et cette réflexion prend une dimension complètement différente aujourd'hui. À notre époque, le paradigme s'est inversé de manière spectaculaire. Comment ça? Aujourd'hui, l'hyperconnexion, c'est la norme. La validation passe par l'exposition permanente. On géolocalise tout, on publie notre vie privée, tout est chiffré et public. C'est sûr que l'invisibilité des anciens Rose-Croix paraît complètement extraterrestre aujourd'hui. L'anonymat total est presque perçu comme suspect ou provocateur. C'est devenu une anomalie dans le système. Et c'est peut-être ça le pouvoir ultime aujourd'hui.
Si on cherche les vraies sociétés secrètes de notre époque, c'est plus dans les arrière-salles de cafés parisiens. Ni chez des gars en tunique assyrienne. L'ésotérisme d'aujourd'hui, il est technologique. Les vrais cercles de pouvoir, ils sont dans les architectures des algorithmes, dans les bases de données cryptées et inaccessibles. Ceux qui manipulent le code manipulent notre réalité, au fond. Exactement. Ils influencent l'économie et nos vies avec une précision que même les mages du 19e siècle n'auraient pas pu imaginer. Et ils le font dans la foule, de manière totalement indétectable. C'est une perspective un peu vertigineuse. Ouais, c'est une pensée à garder à l'esprit pour notre exploration d'aujourd'hui. La prochaine fois qu'un écran s'allume, rappelons-nous que les véritables mécanismes de notre monde tournent encore, aujourd'hui comme hier, dans un silence absolu.